La chronique politique du Grand Journal avec Mathieu Slama. Bonjour Mathieu et meilleurs vœux. Meilleurs vœux également. Merci de nous rejoindre. 2 jours après le président de la République, vous nous livrez cet après-midi vos vœux pour l'année politique en France. On démarre avec quoi, Mathieu? Quelles seraient vos premières priorités ou vos vœux pour 2025? Voilà, alors mes vœux, je sais pas, en tout cas mes vœux à tous ceux qui nous écoutent, mais peut-être voilà ce que je souhaite en 2025, en tout cas pour la politique, voilà, puisque c'est quand même le sujet qui nous intéresse. Alors la première chose que je souhaite, déjà, c'est que les politiques arrêtent de reprendre en permanence le vocabulaire de l'extrême droite. J'en parle beaucoup ici et ailleurs, et c'est quand même un phénomène qu'on remarque depuis quelques années maintenant. Et je dois dire que c'est un peu mal parti parce que j'ai vu que au lendemain de la Saint-Sylvestre, Bruno Retailleau, pour évoquer les voitures brûlées, le ministre de l'Intérieur, voilà, le ministre de l'Intérieur pour évoquer les voitures brûlées au Nouvel An, a parlé d'ensauvagement. Voilà, pour évoquer ces faits, ensauvagement, qui est un terme qui nous vient directement de l'extrême droite, qui est utilisé en permanence par Marine Le Pen et Jordan Bardella, et qui est un terme pour moi qui est faux, qui est dangereux également. Qu'est-ce qui est faux, Mathieu? Ça part mal. C'est ce terme-là qui avait d'ailleurs déjà été utilisé par son prédécesseur Gérald Darmanin il y a déjà en 2020. Absolument. Est-ce que c'est le bilan? Est-ce que c'est le terme d'abord qui vous gêne, ou c'est le constat? Il parle d'une violence gratuite, je le cite, une violence gratuite et endémique, fruit d'un ensauvagement. Est-ce que vous contestez ce constat même? Alors c'est faux parce que toutes les études, les experts nous montrent qu'il n'y a pas de montée des violences dans les grandes durées, évidemment, en France par rapport à il y a 5, 10 ans, 20 ans, etc. Donc premièrement, c'est faux, il n'y a pas de montée des violences. Et deuxièmement, surtout, ensauvagement, c'est un terme qui est très ambigu, qui sous-entend qu'il y a des gens qui seraient plus vraiment des êtres humains, en tout cas qui seraient plus proches des sauvages que des êtres humains. On voit absolument pourquoi l'extrême droite utilise ça, et pas besoin de rentrer dans le détail. Et donc c'est un terme qui est très connoté et qui est, à mon sens, vraiment, vraiment dangereux et à proscrire. Alors, continue. L'autre souhait que je voudrais, qui est un peu dans le même ordre de choses, c'est que les politiques, notamment au gouvernement, au pouvoir en ce moment, cessent de reprendre à leur compte les mesures de l'extrême droite. On se rappelle que lors de la loi immigration, les députés avaient voté la préférence nationale, qui avait été finalement retoquée par le Conseil constitutionnel. Eh bien, là encore, c'est mal parti parce que François Bayrou, en déplacement à Mayotte, a évoqué la possible remise en cause du droit du sol à Mayotte, pas sur le reste du territoire national. Et ça, c'est une ligne rouge parce que ça ouvrait, selon vous, la voie à la remise en cause du droit du sol. C'est la République. Le droit du sol, y compris sur le territoire métropolitain. Déjà, il y a la République est une et indivisible, donc ça veut dire qu'on fait une entorse à ce principe-là, premièrement. Mais surtout, ce qui est encore plus grave, c'est que c'est évidemment une idée qui nous vient de l'extrême droite, une mesure qui est défendue par l'extrême droite de longue date. Et surtout, c'est une remise en cause d'un principe républicain fondamental, le droit du sol, quand on est né en France, et sous certaines conditions d'ailleurs, parce qu'en réalité, le droit du sol n'est même pas totalement respecté aujourd'hui. On est français. Et c'est un principe fondamental parce que le droit du sol s'oppose au droit du sang, c'est-à-dire à la filiation presque biologique, qui est évidemment totalement contraire à l'esprit républicain français. Donc ça aussi, je m'y oppose totalement. Alors, l'autre souhait également, si je peux continuer, c'est que les politiques découvrent un peu plus ce que veut dire l'empathie envers ce que vivent les Français, envers notamment les Français les plus pauvres, ceux qui souffrent le plus. C'est quelque chose quand même qui devrait être une évidence, et pourtant, on le sait, c'est loin d'être une évidence aujourd'hui. Et c'est mal parti parce qu'on a vu le comportement d'Elisabeth Borne en déplacement à Mayotte. Alors, il ne s'agit pas de l'accabler, mais enfin, les images qu'on a vues d'elle... Elle s'est justifiée par la suite. Là. Elle s'est justifiée par la suite, mais les images qu'on a vues d'elle quand elle tournait le dos, notamment à 2 enseignants qui aidaient pour l'aide humanitaire, qui lui ont exprimé les manquements de l'État par rapport à ce qui se passait sur place, qui ont exprimé leur colère par rapport à ça, mais leur colère pas d'ailleurs de manière excessive, voilà. Et on l'a vu leur tourner le dos, finalement, avant même qu'ils aient totalement fini d'exprimer cette colère. Et qu'est-ce que dit cette image? C'est une forme de mépris social ou simplement un arrêt sur image, qui est regrettable peut-être, mais qui ne dit pas le fond de la pensée d'Elisabeth Borne? Le lendemain, on la voyait rire alors que François Bayrou évoquait le bilan humain à Mayotte. Alors évidemment, elle n'a pas ri du bilan humain, c'est juste que on voit bien qu'il y a un décalage et peut-être sans doute un manque d'empathie de la part d'Elisabeth Borne, et pas seulement par rapport à ce que vivent les Français, et là en l'occurrence par rapport au drame que vivent les Mahorais, qui est un drame absolument terrible. Qu'en est-il à gauche, Mathieu? Alors,
Mon souhait pour la gauche, c'est deux choses. La première, c'est qu'elle se retrouve unie autour d'un vrai programme de gauche, comme à l'époque du NFP ou même de la NUPES. Mais tout ça semble très très mal parti vu comment la gauche se déchire aujourd'hui. Et mon autre souhait pour la gauche aussi, c'est qu'elle exprime la même empathie, la même compassion, le même intérêt envers le racisme anti-musulman, l'islamophobie, envers toutes les formes de racisme et envers l'antisémitisme, ce qui n'est hélas pas le cas pour certains à gauche aujourd'hui. Donc ça aussi. Vous ne ciblez pas toute la gauche, vous ciblez précisément certains à gauche, certains, pas tous. Voilà, j'ai pas envie de rentrer dans le détail, mais en tout cas que la gauche ait accorde la même importance à toutes les formes de racisme aujourd'hui en France. Quels que soient ces racismes, et aujourd'hui on est encore un peu loin du compte. Et pourquoi ça pourrait bouger cette année ? Ah bah ça, j'en sais rien, c'est un souhait que je formule, on n'y est pas pour l'instant, ça c'est évident. Un autre souhait, c'est que évidemment que le gouvernement, qu'Emmanuel Macron cesse sa politique antisociale, quand même, parce qu'on se rappelle la réforme des retraites, on se rappelle des réformes de l'assurance chômage, etc., etc. Et c'est mal parti là encore parce que figurez-vous que le 1er janvier a vu l'application, la première fois qui était appliquée, la réforme du RSA en France, c'est-à-dire que maintenant, le RSA est accordé en contrepartie de 15 heures d'activité par semaine. Voilà. Et ça, c'est injustifiable pour vous ? Pour moi, c'est injustifié parce que ça remet en cause le principe même des minima sociaux, c'est-à-dire accorder de quoi survivre, parce que c'est vraiment de quoi survivre, à des gens dans le besoin et sans contrepartie, notamment de cotisation. C'était quand même le contrat social qui était au cœur des minima sociaux. Dont Et c'est pas aussi une manière de les réinsérer socialement par le travail ? Non, parce que c'est une manière plutôt de culpabiliser les gens qui sont dans une misère très profonde, parce que quand on a le RSA, on ne vit pas, il faut quand même le rappeler. Et deuxièmement, ça introduit une brèche, encore une fois, dans le principe des minima sociaux. Donc ça me semble poser un vrai problème. Vous voulez parler d'Europe ensuite ? Alors, mon souhait, enfin, peut-être un des derniers souhaits que j'aimerais exprimer, c'est qu'en effet, l'Europe cesse sa politique de fermeture des frontières, cesse finalement de renier ce qui était au cœur de son projet au départ, c'est-à-dire le fait d'être un espace cosmopolite, d'ouverture, d'accueil. Et pourquoi je dis ça ? Parce que selon une ONG espagnole, il y a quelques jours qu'on a appris ça, 10 400 migrants sont morts ou ont disparu en mer en 2024, juste en tentant de rejoindre l'Espagne. Donc là, on ne parle même pas de tous les exilés, on parle juste de ceux qui ont tenté de rejoindre l'Espagne. Ça fait plus de 10 000 personnes mortes en mer ou disparues, donc c'est la même chose, qui est un drame absolu, un drame fondamental dont on ne parle pas assez. Et la responsabilité incombe en premier aux politiques, je le dis aux politiques anti-migrants, anti-immigration, que les pays européens mènent et que l'Europe elle-même mène avec notamment Frontex, etc. Mais l'Europe ne prend pas sa part, n'a pas pris sa part ces dernières années face aux crises notamment migratoires syriennes. Ouais. L'Allemagne l'a fait et ça lui a été extrêmement bénéfique. Et c'est étonnant d'ailleurs qu'on ne prenne pas exemple sur ce qu'a fait l'Allemagne sur le plan économique, sur le plan économique et puis sur le plan humain, parce que ça a permis d'aider des personnes humaines. Ça a créé aussi des tensions sur le terrain. Ça a peut-être créé des tensions, mais moi je crois que, en tout cas, selon la plupart des experts, ça a été très bénéfique pour l'économie allemande et pour l'Allemagne de manière générale. Et donc, au lieu de suivre cet exemple-là, on a cessé, à coup aussi de discours très xénophobes, en tout cas anti-immigration, etc., de progressivement fermer de plus en plus les frontières et de perdre ce qui faisait en fait le cœur de l'ADN européen. C'est vraiment l'ouverture et l'accueil. Et ça, j'aimerais qu'en 2025, on change de direction par rapport à ça, même si évidemment je suis assez pessimiste. Et si j'ai une dernière phrase, 30 secondes, j'aimerais enfin qu'en 2025, on prenne exemple sur cette femme, Brigitte Lipp, qui est surnommée Mamie Charge, qui à Calais a ouvert son garage justement aux migrants. Un refuge où depuis 10 ans environ, ces migrants peuvent recharger leur téléphone et trouver un peu de répit. Et ce que j'ai trouvé magnifique chez cette femme, c'est quand on lui a demandé qu'est-ce qu'elle allait faire si Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur et de l'Immigration, donc, allait durcir encore plus les lois et donc lui interdire de faire ce qu'elle fait, elle a dit « Eh bien, je désobéirai ». Et j'ai trouvé son attitude et ce qu'elle fait magnifique. Donc voilà, je voulais finir là-dessus. Merci beaucoup Mathieu Slama d'avoir été avec nous. Une nouvelle fois, bonne année et à la semaine prochaine.